La vie de Lucas Duval était un simple canevas de labeur, sa ferme en difficulté exigeant un travail incessant du lever au coucher du soleil pour subsister. Un matin brumeux, en vérifiant la ligne de clôture de sa propriété, il fit une découverte qui allait bouleverser son existence. Une jeune femme d'une beauté saisissante, enchaînée au tronc d'un vieux chêne. Il s'agissait de Chloé Dubois, l'héritière disparue d'une fortune colossale. Mais quelle raison l'avait conduite ici? Qui aurait osé s'en prendre à un membre d'une des familles les plus riches de France? En la libérant, Lucas ignorait que ce geste charitable le précipiterait dans un tourbillon de secrets, de périls et d'un amour imprévu. Cette rencontre improbable entre un agriculteur modeste et la fille d'un magnate pouvait-elle engendrer quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer? Avant de poursuivre, nous serions curieux de savoir d'où vous nous suivez. Et si ce récit résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, car une surprise de taille vous attend demain. Dans l'aube naissante, le vieux tracteur agricole s'éveilla dans un concert de toux et de hoquets métalliques. Sa carrosserie rouge, usée par les éléments, se devinait à peine dans la pénombre de la grange de Lucas Duval. C'était l'orgueil de son père, une machine acquise d'occasion dans des temps plus cléments, quand la ferme Duval était encore profitable. Aujourd'hui, comme le reste de cette propriété de 40 hectares, il ne tenait que par la force de la prière et un entretien méticuleux. Lucas ajusta sa veste en jean usé pour se protéger de la fraîcheur automnale. À 35 ans, son visage était sculpté par les années passées à guetter une pluie qui ne venait pas. Ses mains, calleuses et robustes, manœuvraient le tracteur avec l'aisance que confèrent d'innombrables matinées identiques à celle-ci. Sur la table de cuisine, une lettre de la banque attendait, cachetée. Il connaissait son contenu sans même l'ouvrir. 3 échéances impayées, et la sécheresse aggravait la situation. La petite communauté agricole de la Garde des Cèdres, nichée au cœur de la Loire-Valais, avait vu des jours plus heureux, et la ferme de Lucas n'était pas la seule à souffrir. Son voisin, le vieux Jean Mercier, avait cédé sa terre à une exploitation agricole industrielle le printemps précédent. L'offre était alléchante, comme toujours au début, mais Lucas connaissait la fin de ces contes de fées modernes, des exploitations familiales absorbées, des générations de souvenirs anéantis par l'agro-industrie. Jamais de la vie, grommela-t-il entre ses dents, en inspectant le système d'irrigation qui maintenait ses cultures en vie. Les premières lueurs du jour coloraient l'horizon, dévoilant des rangées de maïs d'une taille décevante. Son père, Pierre Duval, aurait su comment réagir. C'était un agriculteur dans l'âme, capable de lire le sol comme un roman et de sentir l'arrivée de la pluie dans son genou endolori. Dans la cuisine de la ferme, son café devenait froid à côté d'une pile de factures. La maison elle-même portait les stigmates du temps, un papier peint fané, choisi par sa mère 20 ans plus tôt, un lino au sol élimé par d'innombrables passages de bottes crottées. Pourtant, l'endroit était impeccablement tenu. C'était l'héritage de sa mère, emporté par la maladie 5 ans après que le cœur de son père eut lâché. Le bistrot du village était en pleine effervescence matinale quand Lucas s'y arrêta pour son rituel hebdomadaire, 2 œufs sur le plat et du café à discrétion. Monique Laurent, la patronne qui le voyait grandir depuis l'adolescence, posa une généreuse part de tarte aux pommes devant lui. « C'est pour moi, déclara-t-elle, son chignon gris impeccable sous sa coiffe. Tu es bien trop mince, ces temps-ci. Monique, je ne peux pas accepter, ne me dis pas ce que je dois faire chez moi, Lucas Duval. Ta mère et moi étions comme des sœurs. Son fantôme me tourmenterait si je te laissais te négliger. » La tarte était sa favorite. Ces petites attentions de Monique étaient des bouées de sauvetage dans son quotidien, des rappels de la raison pour laquelle il se battait pour sa terre. À la Garde des Cèdres, la solidarité n'était pas un vain mot, quitte à fermer les yeux sur une ardoise un peu trop longue au magasin d'aliments pour animaux. De retour sur ses terres, Lucas fit le tour de la propriété, inspectant les clôtures anciennes. Le vieux chêne, sentinelle de l'angle sud-est, était là depuis le temps de son grand-père. Ses branches majestueuses avaient vu jouer des générations de Duval. Il était aujourd'hui le témoin muet des épreuves de la ferme, son feuillage prenant les teintes dorées de l'automne. Son téléphone émit une vibration. Un message de sa sœur Manon, installée à Lyon. Un promoteur immobilier s'intéresse aux fermes du secteur. Rappelle-moi. Il l'effaça aussitôt. Manon était bien intentionnée, mais elle avait tourné le dos à la terre pour le béton de la ville. Elle ne pouvait pas comprendre que certaines choses n'ont pas de prix. Le soleil montant, un mouvement attira son regard dans le champ de maïs. Probablement des chevreuils. La clôture près du ruisseau avait encore besoin d'être réparée, mais une autre urgence primait.
La pompe d'irrigation émettait un son inquiétant, et sans eau, tout le reste était vain. Dans l'abri à outils, la vieille caisse à outils de son père l'attendait. Chaque outil était une relique, son manche poli par des années d'usage. Lucas caressa les initiales, PD. Gravées sur le bois. « Que ferais-tu à ma place, papa » murmura-t-il. Les outils restèrent silencieux, mais leur contact lui apporta une paix familière. À la fin de la journée, la pompe était réparée, le bétail dans un nouveau pré, et le toit de la grange en cours de rénovation. Ses muscles étaient endoloris, mais une satisfaction profonde l'habitait. Cette terre était peut-être en difficulté, mais elle était à lui. 3 générations de sa famille l'avaient cultivée, il ne serait pas celui qui la laisserait partir. Le soir, un appel de la banque. Il ignora. Il y ferait face demain. Pour l'heure, il s'installa sur le perron, contemplant un ciel aux couleurs flamboyantes que sa mère aurait aimé, buvant de l'eau fraîche dans un bocal en verre, l'esprit voguant vers des souvenirs plus heureux. Il ignorait que le lendemain marquerait une rupture, que sa ronde habituelle le mènerait à une découverte qui allait dynamiter son univers. Il n'était, ce soir-là, qu'un agriculteur veillant sur ses terres, se préparant à une nouvelle journée de lutte discrète. Le vieux tracteur attendait, silencieux, dans la grange, prêt pour un nouveau jour. L'aube teintait le ciel de couleur pastel quand Lucas remarqua la brèche dans la clôture près du vieux chêne. C'était étrange, il était passé par là la semaine précédente. L'herbe haute, lourde de rosée, mouillait ses bottes tandis qu'il avançait, le cliquetis de sa ceinture à outils rompant le silence. Quelque chose clochait. Les oiseaux s'étaient tus. Dans la brume légère, il distingua une forme, une tache bleu clair contre l'écorce sombre de l'arbre. Il pressa le pas, puis se mit à courir. Ce qu'il vit le pétrifia. Une femme, d'environ 25 ou 30 ans, gisait contre le tronc massif du chêne. De grosses chaînes l'enserraient, la retenant prisonnière. Son tailleur, manifestement de grande marque, était en lambeaux et souillé. Une masse de cheveux sombres cachait son visage. « Madame » Lucas s'avança avec précaution, les paumes ouvertes. « Vous m'entendez » Elle sursauta, les yeux exorbités par la panique. Des yeux magnifiques, d'un brun intense, vif et pourtant emplis d'une terreur absolue. Ses lèvres étaient fendillées. « Partez » halta-t-elle d'une voix éraillée. « Il risque de revenir. » Lucas agissait déjà, extrayant son coupe-boulon de sa ceinture. « Je vais vous sortir de là. Je m'appelle Lucas Duval. Vous êtes sur ma ferme. » Sa voix était calme, apaisante, celle qu'il utilisait pour calmer un animal effrayé. « Vous ne risquez plus rien. Personne ne reviendra tant que je suis là. » Les chaînes étaient de type industriel, incroyablement résistantes. Il dut user de toute sa force pour en venir à bout. Chaque section de métal qui cédait révélait des ecchymoses sur ses poignets, des marques violacées témoignant de sa lutte. « Je m'appelle Chloé » articula-t-elle entre deux tremblements. Chloé Dubois. Le nom résonna en lui comme une déflagration. La famille Dubois était une institution dans la région. Leur empire industriel était tentaculaire. Et leur héritière avait disparu depuis 2 semaines, alimentant toutes les rumeurs. « J'ai de l'eau dans ma camionnette » dit Lucas, se recentrant sur l'essentiel. « Vous tenez debout » Elle fit signe que oui, mais ses genoux se dérobèrent dès qu'elle essaya de se lever. Sans une seconde d'hésitation, Lucas la souleva dans ses bras. Elle était d'une légèreté effrayante et tremblait de tous ses membres malgré la température clémente. « Mon père » balbutia-t-elle contre son torse. « N'appelez pas mon père. Pas maintenant. On va d'abord vous mettre en sécurité. » Lucas réfléchissait à toute vitesse. L'hôpital le plus proche était à 50 km, et l'insistance de Chloé suggérait que ce n'était pas une bonne idée. Il la déposa avec délicatesse sur le siège passager de sa camionnette, la couvrit de sa veste et lui tendit une bouteille d'eau. « Buvez doucement » conseilla-t-il. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tenir la bouteille. Ses ongles étaient ensanglantés, elle s'était défendue férocement. « La ferme est juste de l'autre côté de la colline » expliqua Lucas en mettant le contact. « Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est un endroit sûr. On avisera ensuite. » Elle agrippa son bras, sa force le surprenant. « Pourquoi faites-vous ça pour moi » Lucas la regarda droit dans les yeux. Malgré l'épreuve, une flamme indomptable brillait dans son regard.
Parce que c'est juste, répondit-il sobrement. Et parce que personne ne devrait subir ce que vous avez subi. Des larmes silencieuses creusèrent des sillons sur ses joues sales. Ils vont me retrouver. Qu'ils essaient, rétorqua Lucas d'une voix posée mais inflexible. C'est ma propriété. On n'entre pas ici sans y être invité. En conduisant vers la ferme, il jeta un œil dans le rétroviseur. Le vieux chêne se dressait, les chaînes brisées se balançant à ses branches comme un macabre mobile. Il ne mesurait pas encore l'ampleur des ennuis dans lesquels il venait de plonger, mais une certitude l'habitait, plus personne ne lui ferait de mal. Chloé dormait, épuisée, quand ils arrivèrent. Sa tête reposait contre la vitre. Le sommeil avait lissé les traits de son visage, révélant la jeune femme derrière le masque de la terreur. Lucas serra le volant, une rage froide montant en lui contre les auteurs de cet acte. Le soleil matinal s'élevait, annonçant une nouvelle journée caniculaire. Mais pour Lucas Duval, le monde avait basculé. Son univers de lutte solitaire et de soucis terre à accent grave terre venait de s'ouvrir à une complexité infinie, et il n'aurait échangé sa place pour rien au monde. Vue par les yeux d'une étrangère, la cuisine de la ferme semblait soudainement pleine d'imperfections. Lucas remarqua chaque craquelure du lino, chaque éraflure du plan de travail en aidant Chloé à s'installer sur une chaise. Elle s'y laissa tomber avec un soupir de soulagement, toujours emmitouflée dans sa veste, son regard là s'inspectant les lieux. Une chose à la fois, dit Lucas en lui tendant un verre d'eau. De petites gorgées. Puis on s'occupera de ces égratignures. Les mains de Chloé étaient plus assurées maintenant. Merci, sa voix, bien que rauque, trahissait une éducation soignée. Je suis consciente du danger que je vous fais courir. Lucas alla chercher la couverture de sa grand-mère dans le salon et la posa sur ses épaules. Ne vous préoccupez pas de ça. C'est quand, la dernière fois que vous avez mangé? Elle secoua la tête. Je ne sais plus. On est quel jour? Mardi. La voix de Lucas resta égale, mais une veine palpitait à sa tempe. Il l'avait laissée là pendant des jours. La vieille cuisinière électrique s'alluma dans un cliquetis familier. Lucas sortit la poêle en fonte de sa mère. D'abord des protéines. Ses gestes étaient précis, efficaces, alors qu'il cassait les œufs, sans jamais la quitter des yeux. Elle l'observait cuisiner, une expression indéfinissable sur le visage. Tout s'apparaît si normal, dit-elle enfin. Irréel. Après. Elle s'interrompit, ses doigts se crispant sur la couverture. Vous n'avez pas à raconter, la rassura Lucas en déposant une assiette d'œufs parfaitement cuits devant elle. Pas tant que vous ne serez pas prête. Le repas sembla lui redonner quelque force. Ses joues reprirent un peu de couleur, même si ses gestes restaient lents, calculés. Lucas nota qu'elle s'était instinctivement placée de manière à surveiller la porte et les fenêtres. La salle de bain est au bout du couloir, lui indiqua-t-il une fois qu'elle eut terminé. Il y a une trousse de premiers secours et des serviettes propres. Prenez tout votre temps. Chloé se leva, chancelante. Je fais vite. Prenez le temps qu'il vous faut. Personne ne s'approche d'ici sans que je le sache. Profitant du bruit de la douche, Lucas fit le tour de la maison, vérifiant les verrous, tirant les rideaux. Il décrocha son fusil de chasse de son support mural. L'arme était ancienne, comme le reste, mais impeccablement entretenue. Il pria pour ne pas avoir à s'en servir. Chloé réapparut 40 minutes plus tard, vêtue d'une chemise en flanelle et d'un jean que Lucas avait disposé pour elle. Les vêtements étaient trop grands, mais elle avait retrouvé une part d'elle-même. Ses cheveux mouillés étaient démêlés avec les doigts. Sans la crasse et les larmes, il comprenait pourquoi sa disparition avait fait la une des journaux. C'est à ma sœur, précisa Lucas. Elle a laissé des affaires. C'est parfait. Chloé se laissa de nouveau tomber sur la chaise. J'imagine que vous avez des questions. Lucas leur servit du café. Une seule est importante pour l'instant. Vous sentez-vous assez en sécurité pour dormir? Il y a une chambre d'amis à l'étage. Les draps sont frais. Les larmes perlèrent à nouveau dans ses yeux. Pourquoi ne me demandez-vous pas qui a fait ça? Pourquoi? Si je suis un danger pour vous? Parce que vous êtes à bout de force. Parce que vous avez vécu l'enfer, et que parfois, on a juste besoin d'un havre de paix. Il approcha la tasse d'elle. Le reste attendra. Un sanglot la secoua.
Ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti en sécurité. Vous l'êtes, maintenant. La certitude dans la voix de Lucas était absolue. On affrontera ce qui doit venir. Mais d'abord, dormez. Il la conduisit à la chambre, où la vieille commode de sa mère embaumait encore la lavande. Sur le seuil, Chloé se retourna. Lucas. Sa voix était à peine un murmure. Merci. Pas seulement pour votre aide, mais pour avoir rendu les choses normales. Les œufs, le café, les serviettes. J'avais oublié la sensation de normalité. Dormez bien, Chloé. Je suis juste en bas. Seul dans la cuisine, Lucas laissa enfin la réalité de la situation l'envahir. L'héritière de l'Empire du Bois dormait à l'étage, fuyant une menace si grande qu'elle préférait se taire plutôt que de chercher de l'aide officielle. Il avait hérité du sens moral de son père, mais aussi de l'instinct protecteur de sa mère. Il était prêt à affronter la tempête. Mais pour l'instant, des clôtures l'attendaient, une ferme devait tourner, et une femme avait besoin de protection. Les ombres de l'après-midi s'étiraient dans la cuisine lorsque Chloé redescendit. Sa démarche était plus assurée, bien que la fatigue creusât encore ses traits. Lucas, qui était penché sur ses factures, les dissimula rapidement. « J'ai fait de la soupe », annonça-t-il. Rien d'extraordinaire, mais elle est chaude. Elle se servit un bol, puis marqua une pause avant de s'asseoir. J'ai vu le journal. Le Progrès était posé sur le comptoir. En première page, l'héritière du Bois introuvable, la piste criminelle privilégiée. Une photo d'elle, tirée d'un rapport annuel, la montrait souriante et confiante, une image à des années-lumière de la réalité. « Il faut que je vous raconte tout », dit-elle d'une voix sourde. « Vous avez le droit de savoir le danger que j'ai attiré chez vous. » Lucas repoussa sa tasse. « Je vous écoute. » Il y a 2 semaines, j'étais directrice financière des entreprises du bois. Sa voix était devenue neutre, presque robotique. Mon père a parti de rien pour bâtir cette société. Transformation agricole, stockage, transport. Une entreprise qui pèse des milliards. Du moins, sur le papier. Elle touillait sa soupe sans la manger. J'ai découvert des irrégularités comptables. Minimes au début, mais qui, cumulées, représentaient des centaines de millions d'euros. Quelqu'un utilisait nos silos à grains pour blanchir de l'argent. Votre père ? Elle secoua la tête. Mon oncle. Stéphane Moreau. Le demi-frère de mon père. Il gère l'entreprise depuis que papa a eu son AVC, l'an dernier. Quand je lui en ai parlé. Elle ravala sa salive, il a ri. Il m'a dit que mon père était trop rigide, trop obsédé par son héritage et pas assez par les profits. Que les cartels étaient de généreux partenaires. Les poings de Lucas se serrèrent. L'argent de la drogue. Des armes. Tout ce qui pouvait transiter discrètement dans nos chargements légaux. La voix de Chloé se fissura. J'avais les preuves. Des numéros de compte, des registres, tout. J'allais tout remettre à la gendarmerie nationale, mais une taupe a dû le prévenir. Elle sortit de la poche de son jean un portefeuille en cuir abîmé et en tira une minuscule carte mémoire. Tout est là. Mais je ne peux pas. Ses mains se remirent à trembler, je ne peux pas aller voir les autorités. Stéphane a des contacts partout. La police, l'administration régionale. Je ne sais pas jusqu'où son influence s'étend. Lucas posa sa main sur les siennes pour les calmer. Le contact de sa peau douce contre sa paume calleuse créa une étrange connexion. Racontez-moi depuis le début, dit-il doucement. Toute l'histoire. Pendant l'heure qui suivit, Chloé déroula le fil de son histoire, la vieille querelle familiale, la prise de pouvoir progressive de Stéphane, sa manipulation après l'AVC de son père, et la corruption systématique de l'œuvre d'une vie. Ils m'ont enlevé sur le parking souterrain, raconta-t-elle. Les hommes de Stéphane. Ils cherchaient la carte mémoire. Comme je refusais de parler, il. Elle frôla son poignet meurtri. Le chêne, dit Lucas. Pourquoi cet endroit? C'est un symbole. Il figure sur notre logo, sur tous nos documents officiels. Le chêne des Dubois. La légende dit que mon arrière-grand-père y a signé son premier contrat. Un rire sans joie lui échappa. Stéphane a trouvé que c'était une touche poétique.
Me laissez là jusqu'à ce que je cède. Lucas se leva d'un bond et alla à la fenêtre. Le soleil couchant dorait les champs. Ils vont vous chercher. Oui, la voix de Chloé était à peine audible. Je devrais m'en aller. Je vous ai déjà causé trop de tort. Non. La réplique de Lucas fut instantanée. Partir seul, c'est leur offrir la victoire. À deux, on a une chance. Elle le fixa, incrédule. Pourquoi risquer votre vie pour moi? Lucas quitta la fenêtre des yeux et la regarda. Il y a 18 ans, mon père s'est opposé à un mastodonte de l'agro-industrie qui voulait le racheter. Ils ont incendié notre grange sud. Tout le monde savait, personne n'a parlé. On a survécu uniquement grâce à l'aide de nos voisins. Ils ont apporté des matériaux, aidé à reconstruire, nous ont montré qu'on n'était pas seuls. Son regard était intense. Parfois, se battre est la seule chose à faire. Et personne ne devrait se battre seul. Chloé regarda la carte mémoire, puis Lucas. Cet homme simple, dans ses vêtements usés, incarnait tout ce que son monde avait perdu, l'intégrité, la droiture, la bonté. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Demanda-t-elle. D'abord, on sécurise cette carte. Ensuite, on trouve une personne de confiance. Quelqu'un que votre oncle ne peut pas acheter. La voix de Lucas était empreinte de la même certitude tranquille avec laquelle il menait sa ferme. Mais pour ce soir, reposez-vous. Demain est un autre jour. Dehors, le vieux chêne montait la garde dans la pénombre. Ses branches, témoins de la cruauté et de la compassion, dansaient dans la brise du soir, indifférentes aux drames humains. L'aube se leva sur le champ des poules. Chloé se réveilla, confuse, avant de se souvenir. La chambre d'amis, baignée de lumière, semblait plus concrète, moins un abri onirique. Par la fenêtre, elle aperçut Lucas dans la cour, ramassant les œufs. Guidée par l'odeur du café, elle descendit. La cuisine était d'une propreté méticuleuse, comme si les confessions de la veille n'avaient jamais eu lieu. Seul le progrès, sur le comptoir, lui rappelait la réalité de sa situation. La porte moustiquaire claqua. Lucas entra, un panier d'œufs à la main. Il s'arrêta, puis lui adressa un sourire. « Bonjour. Vous avez bien dormi? » Mieux que depuis des mois. Elle l'observa accomplir sa routine matinale avec une aisance naturelle. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa sérénité. « Laissez-moi vous aider, » proposa-t-elle. « Je ne suis pas une grande cuisinière, mais je peux apprendre. » Lucas lui tendit une spatule. « Les œufs, c'est un bon début. Il suffit de remuer jusqu'à ce que ça vous semble bon. » Elle se concentra sur sa tâche, consciente de sa présence derrière elle. L'aspect domestique de la scène était presque absurde. Chloé Dubois, diplômée d'une grande école de commerce, brouillait des œufs dans une cuisine rustique, avec des preuves valant des milliards dans la poche de son jean. Ça attache, prévint Lucas calmement. Oh. Elle retira la poêle du feu, rougissant. Pardon, j'étais. Et. Sa main se posa brièvement sur son épaule. Ce ne sont que des œufs. On peut en refaire. Sa simple gentillesse la toucha profondément. Elle se retourna, spatule en main. Comment faites-vous pour que tout semble si simple? L'entraînement. Il lui prit délicatement la spatule et versa les œufs, un peu trop cuits, dans 2 assiettes. À la ferme, on apprend à gérer les imprévus. Les soucis de demain attendront. Ils déjeunèrent à la table de la cuisine, baignés de soleil. Chloé se surprit à observer les mains de Lucas. Des mains puissantes, capables de briser des chaînes comme de cuisiner avec délicatesse. « Montrez-moi, » dit-elle soudain. « Montrez-moi une tâche utile. » Il la regarda, un éclair de compréhension dans les yeux. Le potager a besoin d'un bon désherbage. C'est ainsi que l'héritière Chloé Dubois se retrouva à genoux dans la terre, apprenant à différencier les jeunes pousses des mauvaises herbes. Lucas travaillait à ses côtés, lui expliquant avec patience les rudiments du jardinage. Le soleil chauffait son dos, et peu à peu, la boule d'angoisse dans sa poitrine se dénoua. Tout part de la racine, expliquait Lucas. Si vous tirez trop haut, elle casse. Il faut aller chercher le problème à sa source. Comme la corruption, pensa Chloé. Comme les trahisons familiales. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre tiède.
Ils travaillèrent en silence, une complicité s'installant entre eux, jusqu'à ce que Lucas se relève. Ça ira pour aujourd'hui. Il ne faudrait pas que vos mains soient trop abîmées pour tenir votre café demain. Chloé contempla ses doigts sales, ses ongles abîmés. Merci. Pour ce travail. Pour m'avoir traité comme une personne normale. Pas une héritière, pas une victime. Juste quelqu'un qui devait apprendre à désherber. Leurs regards se croisèrent, et l'atmosphère changea. Lucas s'éclaircit la gorge. Il y a encore beaucoup à apprendre, si le cœur vous en dit. Une ferme, c'est une école à ciel ouvert. Plus tard, alors que le jour déclinait, Chloé ramassait les œufs seuls. Chaque coquille chaude dans sa paume était comme un petit miracle. Elle apercevait Lucas dans la grange, affairé à réparer une pièce du tracteur, ses gestes sûrs et précis. Elle songea à son ancienne vie, aux salles de réunion, au bilan financier, au déjeuner de pouvoir. Rien de tout cela ne lui avait paru aussi tangible que cette terre sous ses ongles, ses œufs dans son panier, et cet homme qui ne lui demandait rien. La carte mémoire dans sa poche était une bombe à retardement. Mais pour cet instant, juste pour cet instant, Chloé s'abandonna au rythme simple de la ferme, où les problèmes se résolvaient avec patience et labeur, et où la confiance poussait aussi naturellement que les légumes du potager de Lucas. Le SUV noir qui apparut au bout de l'allée était une tache funeste dans le paysage paisible. Chloé l'aperçut la première, depuis la cuisine. Sa main, qui tenait une assiette, se figea. Lucas. Il était déjà sur le qui-vive, le corps raidi. La porte de derrière. S'il arrive quelque chose, prenez la camionnette. Les clés. Je ne pars pas sans vous. La fermeté de sa propre voix la surprit. Le véhicule s'avança lentement sur le gravier. Deux hommes en costume en descendirent, leur allure trahissant une profession dans les forces de l'ordre. Mademoiselle Dubois lança le plus grand en exhibant un badge. Gendarmerie nationale. Un mot, s'il vous plaît. Lucas s'avança sur le perron, s'interposant entre eux et la porte. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Agent Philippe. Le badge scintillait. Nous enquêtons sur une disparition. On peut entrer? La main de Chloé se posa sur le bras de Lucas, une brève pression, avant qu'elle ne s'avance à son tour. Je suis Chloé Dubois. Et je ne suis pas disparu. Les deux hommes échangèrent un regard. Le plus petit, l'agent Morin, consulta son carnet. Votre famille est très inquiète. Votre oncle, M. Stéphane Moreau, a remué ciel et terre pour vous retrouver. Les doigts de Chloé se crispèrent sur le bras de Lucas. Je n'en doute pas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'héritière des entreprises Dubois se terre dans une ferme isolée? Demanda Philippe, son regard expert balayant la propriété. J'avais besoin de prendre du recul, répondit Chloé d'une voix assurée. De réfléchir à certaines affaires. Comme les accusations que vous avez portées contre votre oncle. Le stylo de l'agent Morin resta en suspens. Des accusations d'une extrême gravité, mademoiselle. M. Moreau s'est montré très coopératif. Il nous a même donné accès à la comptabilité de l'entreprise. Ça ne m'étonne pas, murmura Chloé. Lucas intervint. Il me semble que si mademoiselle Dubois n'est pas portée disparue et qu'aucun délit n'a été commis ici, votre visite est terminée. Le sourire de Philippe était glacial. Pas tout à fait. Nous allons vous demander de nous accompagner, mademoiselle. Pour une simple vérification. Elle reste ici. La voix de Lucas était posée, mais sans appel. Dissimuler une personne d'intérêt est un délit grave, M. Duval. Je ne dissimule personne. Mademoiselle Dubois est mon invitée. La tension était électrique. Chloé fit un pas en avant, le menton relevé. Je suis prête à faire une déposition, mais en présence de mon avocat. Vous avez, je présume, les coordonnées de maître Gloria Chen. Une ombre passa sur le visage des agents. La réputation de Gloria Chen, avocate d'affaires redoutable, n'était plus à faire. Nous vous contacterons, dit Philippe en tendant sa carte à Chloé. Ne quittez pas la région. Ils les regardèrent s'éloigner. Dès que le SUV eut disparu, l'assurance de Chloé vola en éclats. Elle s'effondra sur les marches du perron, secouée de tremblements. Il travaille pour lui, Alta TL.
Stéphane a des gens au sein même de la gendarmerie. Vous avez entendu comme ils ont insisté sur sa coopération? Lucas s'assit à côté d'elle, leurs épaules se frôlant. Alors, on ne leur fait pas confiance. On trouvera une autre solution. La carte mémoire. Il faut la cacher ailleurs. Lucas acquiesça. Je crois savoir où. Mais avant, il se releva et lui tendit la main, il faut vous fondre dans le décor. Ces types reviendront, et pas seulement avec des badges. Chloé prit sa main. Leurs doigts restèrent unis un instant de trop. À quoi pensez-vous? Eh bien, un léger sourire étira les lèvres de Lucas, ça vous dirait de vous salir les mains à nouveau? 1 heure plus tard, Chloé Dubois, héritière et femme d'affaires, apprenait les rudiments de la conduite de tracteur. Sa montre de luxe avait été remplacée par une vieille casquette de baseball. De loin, on aurait pu la prendre pour une ouvrière agricole. Mais en l'observant manœuvrer l'engin dans le champ sud, Lucas sentait l'étau se resserrer. La visite des agents avait fait éclater leur fragile sanctuaire. Le monde réel, avec ses dangers, les rattrapait. La carte mémoire, que Chloé lui avait confiée avant de monter sur le tracteur, lui pesait dans la poche. C'était un acte de confiance absolue. Il ne la décevrait pas. La lueur de la clé USB éclairait faiblement le bureau de Lucas. Des colonnes de chiffres défilaient sur l'écran de son vieil ordinateur. Chloé, debout derrière lui, une main sur son épaule, commentait, regardez ces manifestes de transport. Ils sont trop parfaits. Les chiffres correspondent au dixième de millimètre près aux prévisions de rendement. Ce qui est impossible dans l'agriculture, compléta Lucas. La météo, les maladies. Il y a toujours des imprévus. Précisément. Ce ne sont pas des cargaisons de céréales. C'est une couverture. Chaque excédent correspond en réalité à de l'argent de la drogue. Lucas bascula en arrière, se passant la main dans les cheveux. Utiliser des silos pour blanchir l'argent du cartel. C'est ingénieux. La main de Chloé se crispa sur son épaule. Ce n'est pas tout. Observez les schémas d'acquisition des fermes. Une nouvelle série de documents apparut, titre de propriété, virement, avis de saisie. Un modèle se dessinait, des exploitations familiales rachetées sous pression, par le biais de sociétés écrans, toutes reliées à une seule holding. Il se constitue un empire, dit Chloé à voix basse. Ce n'est pas que du blanchiment. Ils veulent contrôler toute la chaîne d'approvisionnement agricole. S'ils y parviennent, ils dicteront les prix alimentaires dans tout le centre de la France. La voix de Lucas se fit dure. Et ils élimineront tous les indépendants qui refusent de vendre. Un bruit sec à l'extérieur les fit sursauter. Ce n'était qu'un renard qui avait renversé une poubelle, mais le cœur de Chloé s'emballa et la main de Lucas se porta instinctivement vers son fusil. Il nous faut de l'aide, dit-elle. Quelqu'un d'incorruptible. Lucas se retourna vers elle. Leur visage était proche dans la lumière bleutée de l'écran. Je connais peut-être quelqu'un. Un vieil ami de mon père. Un ancien officier de gendarmerie à la retraite, un homme d'une droiture à toute épreuve. Il vit à 2 heures de route au nord. On peut lui faire confiance? Mon père lui a confié sa vie. Lucas se leva, rangeant la clé USB. Mais on ne peut pas téléphoner. Pas après leur visite. Chloé acquiesça. On part quand? À l'aube. On sera plus discret. Il lui toucha le bras. Essayez de dormir un peu. La journée de demain sera longue. Mais le sommeil ne vint pas. À minuit, Chloé était dans la cuisine, contemplant les champs baignés de lune. Les pas de Lucas, derrière elle, lui étaient devenus familiers. Nuit blanche pour vous aussi? Demanda-t-elle. Je repensais à ce que vous avez dit, sur le contrôle de l'approvisionnement alimentaire. Il la rejoignit à la fenêtre. Mon arrière-grand-père disait que celui qui contrôle la terre contrôle l'avenir. Il n'avait pas tort. Chloé se tourna vers lui. C'est ce qui rend cette affaire si grave. Ce n'est plus une simple histoire de drogue et d'argent. C'est une question de pouvoir. De pouvoir absolu. Votre oncle n'est qu'un pion dans cette histoire. La façade idéale. L'homme d'affaires respectable, le frère attentionné qui reprend les rênes de l'entreprise familiale. Son rire était amer. J'aurais dû m'en douter.
La main de Lucas trouva la sienne dans la pénombre. Vous l'avez vu à temps. Ce simple contact était un ancrage. Chloé regarda leurs mains entrelacées. La sienne, marquée par le travail, la sienne, qui portait encore les stigmates de sa vie d'avant. Lucas, hésita-t-elle, si les choses tournent mal, je veux que vous sachiez que ces derniers jours, malgré la peur, je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Rien ne tournera mal, affirma-t-il. On a les preuves. On trouvera les bonnes personnes. Et après? La question resta en suspens entre eux. Que deviendrait ce lien fragile qui se tissait entre l'agriculteur et l'héritière, une fois le danger écarté? Des phares balayèrent la route au loin, rompant l'instant. L'aube sera vite là, dit Lucas doucement. On devrait essayer de se reposer. Chloé acquiesça, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Dans le clair de lune, au son de la nature endormie, ils restèrent là, deux êtres de mondes opposés, unis par une quête de vérité et un sentiment naissant qu'ils n'osaient nommer. La clé USB dans la poche de Lucas pouvait faire tomber un empire. Mais en cet instant de minuit, une autre vérité, bien plus puissante, prenait racine. Les plus grandes conspirations ne sont pas toujours celles de l'argent ou du pouvoir, mais celles du cœur, qui trouve refuge dans les lieux les plus inattendus. L'aube offrait à la ferme des couleurs d'espoir. Chloé, dans le potager, cueillait des tomates pour le voyage, ses bottes trempées de rosée. Chaque fruit cueilli était une petite victoire sur le chaos. Vous prenez le coup de main, dit Lucas en s'approchant avec 2 tasses de café fumant. Vous savez reconnaître celles qui sont mûres. Elles le disent d'elles-mêmes, répondit Chloé, étonnée de sa propre assurance. C'est comme la finance, mais en plus honnête. Il lui tendit une tasse, leurs doigts s'effleurant. Le café était fort et sucré, comme elle l'aimait désormais. Loin des lattes au lait d'amande de sa vie d'avant. On a un peu de temps, dit Lucas. Un coup de main pour les corvées? Elle le suivit jusqu'au poulailler. Les poules, maintenant habituées à elle, ne s'enfuyaient plus. L'une d'elles, une poule tachetée baptisée Grâce, lui donna même un petit coup de bec affectueux. Je croyais que la simplicité était une forme de facilité, confia Chloé en remplissant son panier. Les conseils d'administration, la stratégie. Voilà ce que je considérais comme difficile. Lucas, adossé à la porte, l'observait. Et maintenant? Maintenant, je sais que c'est bien plus complexe. Chaque geste compte, chaque décision a un impact réel. Elle se redressa, son panier plein. Le soleil illuminait son visage, révélant une transformation subtile, sa peau était hâlée, son regard plus direct, ses gestes plus assurés. Vous vous souvenez de ma première récolte de? Dit-elle en riant. J'avais une peur panique des poules. Vous avez eu le courage d'essayer, répondit Lucas doucement. C'est l'essentiel. Ils se dirigèrent ensuite vers la grange pour nourrir les chevaux de trait. Chloé prépara leur ration avec une aisance acquise, se souvenant des conseils de Lucas. Les hennissements des chevaux étaient une forme de reconnaissance. Dans mon ancienne vie, dit-elle en caressant le chanfrein d'une jument, tout était question de projection, de contrat. On n'était jamais simplement. On était toujours en devenir. Et ici? Ici, l'instant présent suffit. Et c'est immense. Elle se tourna vers lui. Même avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, je me sens plus moi-même que dans ma tour d'ivoire. Lucas consulta sa montre. On devrait y aller. Mais Chloé s'attarda, la main posée sur le bois brut de la grange. Lucas, quand tout sera fini, quand on aura vu l'ami de votre père. Chloé. Laissez-moi finir. Je veux que vous sachiez que cet endroit, son geste engloba la grange, les champs, la ferme entière, ce n'est plus une simple cachette. C'est devenu autre chose. Quelque chose de vrai. La lumière matinale sculptait le visage de Lucas. Enflannait les bottes de travail, sentant le foin, elle n'avait plus rien de la femme d'affaires sophistiquée de la photo. Elle était bien plus que cela. Allons-y, dit-il enfin, la voix étranglée par une émotion contenue. La route est longue. Ils retournèrent à la maison, côte à côte. Autour d'eux, la ferme s'animait. Dans la cuisine, Chloé prépara des sandwichs pendant que Lucas rassemblait leurs affaires. Elle se déplaçait avec l'assurance de celle qui connaît les lieux. Cette cuisine était devenue son foyer, bien plus que son appartement parisien. Prête?
demanda Lucas. Chloé jeta un dernier regard à la pièce, aux comptoirs usés, à la fenêtre par laquelle le danger était apparu, à la table où elle avait trouvé une écoute et une acceptation inconditionnelle. Prête, dit-elle, et elle le pensait sincèrement. Elle n'était plus la femme enchaînée aux chaînes. Elle était plus forte, enracinée dans une réalité nouvelle, comme les plantes de ce potager qui avait poussé vers la lumière. La lettre était là, au moment de partir. Une enveloppe blanche, sans expéditeur, glissée sous un essuie-glace. Le visage de Lucas se durcit à sa lecture. Chloé vit son expression changer. Qu'est-ce que c'est? Il lui tendit la feuille. Le message, dactylographié, était laconique, certaines choses doivent rester enfouies. Partez, ou nous enterrons plus que des secrets. Interrogez votre père sur l'incendie d'il y a 18 ans. L'incendie de la grange, souffla Chloé. Celui que vous m'avez raconté. Lucas scrutait déjà les alentours. Il nous surveille. Probablement depuis la visite de la gendarmerie. On ne peut pas rester. Non, dit-il en froissant la lettre. Mais on ne fuit pas non plus. En voiture. Ils prirent les petites routes en silence. Chloé remarquait les regards fréquents de Lucas dans le rétroviseur, ses mains crispées sur le volant. Racontez-moi, dit-elle doucement. L'incendie. Il hésita, puis parla. Ce n'était pas que la grange. Ils ont commencé par empoisonner le puits. La moitié du bétail y est passé. Ils ont fait croire à des accidents. Ces jointures blanchirent. Mon père savait qui c'était, mais sans preuve. La société convoitait nos terres pour y construire un silo. Et alors? La communauté a fait bloc. Les voisins nous ont aidés à reconstruire, ils ont partagé leur eau. La société a fini par lâcher prise. Il la regarda. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, chez les paysans. L'union fait notre force. Un SUV noir apparut au loin, dans leur direction. Chloé retint son souffle. Lucas, là. Sa voix était calme, son regard acéré. Ce n'est peut-être rien. Le SUV se rapprocha. Vitre teintée. La main de Lucas frôla le fusil de chasse à côté de lui. Au moment de se croiser, Chloé entrevit des hommes en costume à l'intérieur. Pas les mêmes que la veille. Leur posture était différente, plus militaire. Ils font demi-tour, annonça-t-elle en regardant dans le rétroviseur. Lucas acquiesça et vira brusquement dans un chemin de traverse. Accrochez-vous. S'ensuivit une démonstration de connaissance du terrain. Lucas enchaîna les chemins de terre, les sentiers à bétail, pour finalement rejoindre une autre départementale. Le SUV avait disparu, mais le message était passé. Ils étaient pourchassés. Il faut prévenir l'ami de votre père, dit Chloé lors d'un arrêt pour faire le plein. Il risque d'arriver avant nous. C'est fait. Lucas sortit un vieux téléphone à clapet. Je l'ai appelé avec un prépayé pendant que vous étiez à la station-service. Il s'attend à de la visite. Chloé lui toucha le bras. Vous avez l'habitude. C'est mon père qui m'a appris. Après l'incendie. Il remplit le réservoir, les yeux vifs. Toujours avoir un plan B. Connaître son territoire. Et ne jamais faire confiance à un homme en costume à la campagne. Un demi-sourire lui échappa. Quelque chose comme ça. De retour sur la route, Chloé lui tendit un des sandwichs qu'elle avait préparés. Mon oncle, dit-elle, n'abandonnera pas. Même si on divulgue les preuves, il nous traquera. Les hommes comme lui ne supportent pas de perdre. Les hommes comme lui ne comprennent pas les gens comme nous, rétorqua Lucas en mordant dans son sandwich. Il croit que tout s'achète, que la loyauté est une marchandise. Nous. Le mot fit écho en Chloé. Les yeux de Lucas restaient fixés sur la route, mais sa main libre se posa sur la sienne. Nous. La sonnerie du téléphone prépayé brisa l'instant. Numéro masqué. Haut-parleur, demanda Chloé. On affronte ça ensemble. Lucas obtempéra. La voix suave de Stéphane Moreau emplit l'habitacle. Lucas, mon ami. Vous emmenez ma nièce en promenade? Monsieur Moreau. La voix de Lucas était neutre. Restons courtois. Chloé est un peu perdue, elle raconte des histoires. Ramenez-la,
et nous arrangerons les choses en famille. La main de Chloé se crispa sur celle de Lucas. En fait, monsieur, le ton de Lucas était d'une politesse exquise, nous allons poursuivre notre route. Passez une excellente journée. Il raccrocha et jeta le téléphone sur le tableau de bord. D'abord la douceur, ensuite la force. Il lui faudra 2 heures pour comprendre qu'on ne revient pas, estima Chloé. Moins, s'il peut tracer le téléphone. Lucas s'arrêta, prit le téléphone et le lança dans la benne d'un camion de céréales qui passait. Alors, il faut que chaque minute compte. La chef Valérie Lefebvre pianotait sur son bureau, le regard fixé sur l'insigne de son père. 20 ans à la garde des Cèdres lui avaient appris une chose, faire confiance à son instinct. Et son instinct était en alerte maximale. Expliquez-moi encore, dit-elle à son adjoint. 2 visites de la gendarmerie en une semaine, 2 équipes différentes, confirma l'adjoint Chen. La seconde ne s'est même pas annoncée, contrairement au protocole. Les yeux de Valérie se plissèrent. Dans un petit village, les étrangers se remarquent. Surtout quand ils posent des questions sur Lucas Duval. Son téléphone vibra. Un texto de Monique, du bistrot. Homme en costume. Pose des questions sur Lucas. Pas l'air commode. Valérie se leva et attacha son insigne. Donnez-moi le dossier des entreprises Dubois. Et Thomas, appelez votre cousin de la gendarmerie régionale, celui qui me doit une faveur. Dehors, 3 véhicules inhabituels étaient garés dans la rue principale. Plaques étrangères. Des hommes qui essayaient trop fort de passer inaperçus. Elle composa un numéro sur son portable personnel. Manon, c'est Valérie. Ton frère a besoin de toi. C'est le moment de lui rendre l'appareil. À midi, le puzzle commençait à prendre forme. Les contacts de Manon dans l'immobilier avaient révélé une vague d'acquisitions de fermes pour le moins agressive. Le cousin de Thomas avait noté des contrôles routiers suspects près des silos à grains. Et Monique, cette perle, avait surpris des bribes de conversation des hommes en costume. L'adjoint Chen apparut. Pete Miller au téléphone. Il a vu la camionnette de Lucas sur la D8. Et un SUV noir qui le suivait à distance. Valérie vérifia son arme et prit ses clés. Il était temps de solder une vieille dette. Elle se souvenait de l'incendie de la grange, 18 ans plus tôt. Jeune recrue, elle avait assisté, impuissante, à l'enterrement de l'affaire. Plus jamais. Sa radio grésilla. Chef, Bill Cooper. Il vient de louer sa cabane de chasse à un jeune couple. Paiement en liquide. Un sourire étira les lèvres de Valérie. Cette cabane était leur refuge d'adolescents. Dites à Bill de ne rien faire et de me trouver le nom de l'ancien contact du père de Lucas à la gendarmerie. Celui qui était à l'enterrement. La machine était lancée. Dans tout le village, les portes se fermaient aux curieux. Des agriculteurs signalaient des véhicules bloquant des chemins de terre. La communauté faisait corps. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Chef Lefebvre. Chef. Une voix de femme, élégante mais épuisée. Je m'appelle Chloé Dubois. Lucas m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Il a eu raison. Valérie gara sa voiture. Mais la confiance est réciproque. Dites-moi à quoi j'ai affaire. Chloé lui raconta tout. La corruption, les menaces, la trahison. Valérie resta un instant silencieuse. Les hommes en ville, dit-elle enfin. Ce ne sont pas des gendarmes, n'est-ce pas? Non. Les hommes de mon oncle. Des mercenaires, sans doute. Ils sont juste derrière vous, l'interrompit Valérie en redémarrant. 2 véhicules. Heureusement, mes adjoints ont justement commencé des travaux sur la D8. Le chantier risque de durer. Elle entendit Chloé relayer l'information à Lucas, et son petit rire. Valérie, dit Lucas. Comme au bon vieux temps. En mieux. J'ai un insigne et des renforts. La vraie gendarmerie, celle qui ne s'achète pas, a été alertée. Ils interviennent sur les silos ce soir. Sois prudente, dit Lucas. Moreau a le bras long. Nous aussi. Tous les agriculteurs du coin connaissent ta camionnette. Tu sais ce qui arrive quand on s'en prend à l'un des nôtres, Lucas? Toute la communauté réplique.
Tu m'étonnes. Elle vit les SUV, coincés derrière l'énorme moissonneuse-batteuse de pète qui avançait à une allure d'escargot. Occupez-vous des preuves. On se charge du reste. En raccrochant, Valérie vit l'adjoint Chen bloquer l'autre voie avec sa voiture de patrouille. La vie de village avait ses avantages. Sa radio grésilla à nouveau. C'était Monique, la voix pétillante. Chef, les pneus des messieurs en costume sont mystérieusement à plat. Tous les 8. Étrange, n'est-ce pas? Valérie sourit en touchant l'insigne de son père. Bien reçu. Remerciez Pet de ma part. Les alertes des journaux s'affichaient sur tous les écrans. Le titre du Monde barrait la une, Scandale du bois, l'empire céréalier au cœur d'un trafic international. Chloé regardait les notifications s'accumuler sur son téléphone, la main ferme. Il se trouvait dans le bureau de David Connor, l'ami du père de Lucas, une pièce remplie de livres dans une ferme isolée. L'ancien officier de gendarmerie n'avait pas changé, même regard perçant, même autorité naturelle. C'est fait, annonça-t-il en fermant son ordinateur. L'information est partout. 3 groupes de travail fédéraux sont sur le coup. Et le plus important, il eut un sourire satisfait, tout est parfaitement légal. Chaque pièce est authentifiée. Lucas surveillait les abords par la fenêtre. Stéphane a été arrêté il y a 20 minutes, confirma David, avec ses principaux collaborateurs. Des perquisitions sont en cours dans 6 régions. Le téléphone de Chloé vibra. Un message de Gloria Chen. Réunion d'urgence du conseil. Votre père a obtenu l'autorisation de ses médecins pour y assister. C'est le moment. Elle montra le message à Lucas, qui lui pressa l'épaule. L'angle du cartel était une excellente idée, poursuivit David en nettoyant ses lunettes. Face à ça, les autorités ne pouvaient plus fermer les yeux. Le trafic de drogue est prioritaire sur la fraude fiscale. Ils vont tenter d'étouffer l'affaire, dit Chloé. De tout mettre sur le dos de Stéphane. Qu'ils essaient, rétorqua David. On a les mets, les comptes rendus, les relevés bancaires. Et, il marqua une pause, 3 cadres qui ont accepté de témoigner contre une immunité. Lucas se tourna. Et les fermes qu'ils ont rachetées? Le procureur général régional enquête. On parle de fraude systématique, de violation des normes environnementales, de sabotage de culture. Le sourire de David s'accentua. Il semblerait que quelqu'un tenait des archives très précises. Chloé se remémora les nuits blanches passées à éplucher des documents. Stéphane était obsédé par la paperasse. Il se croyait invincible. Son téléphone sonna. Une alerte info montrait Stéphane, en costume impeccable, menotté à la sortie du siège des entreprises du bois. Les premières estimations parlent de 2 milliards d'euros de pertes, commenta David. Les actions dévissent. Mais le vrai problème n'est pas là, n'est-ce pas? Chloé le regarda. Non. Le vrai problème, ce sont les familles, les communautés qu'ils ont brisées. À ce propos, David lui tendit un dossier. Des preuves préliminaires montrent une sous-évaluation systématique des terres agricoles. Les experts de la gendarmerie s'intéressent de près aux déclarations d'assurance pour incendie. Lucas sursauta. Les incendies de granges. 7 cas dans 3 régions, confirma David. Tous étrangement similaires, tous sur des fermes qui avaient refusé de vendre. Ce n'est plus de la fraude, c'est du crime organisé. Chloé ouvrit le dossier. Son expertise de financière reprit le dessus. Ils vont tout perdre. Les silos, les contrats, tout. Tant mieux, dit Lucas sobrement. Du bruit à l'extérieur. David consulta ses caméras de surveillance. La presse locale. Ils nous ont repérés. Chloé se leva, ajustant sa chemise en flanelle. Je dois faire une déclaration. Le conseil d'administration regarde. Vous n'y êtes pas obligé, dit Lucas. Laissez faire les avocats. Elle lui posa la main sur la joue. Si. Ce n'est plus une question d'affaires. C'est une question de bien et de mal. C'est vous qui me l'avez appris. David s'éclaircit la gorge. Il y a une sortie de service. Et j'ai des vêtements plus appropriés, si vous le souhaitez. Chloé secoua la tête. Non. Je veux qu'il me voie comme ça.
pour qu'ils comprennent ce qui compte vraiment. Elle s'avança sur le perron, Lucas à ses côtés. Les flashs crépitèrent. Chloé Dubois, en bottes et flanelle, avait plus d'autorité que jamais en tailleur de luxe. Je m'appelle Chloé Dubois, sa voix était forte et claire. Et j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire de corruption, de courage, et de la véritable nature de la valeur. Derrière elle, Lucas l'écoutait, fier. Elle ne parlait pas seulement de finances, mais de la force du travail et de la loyauté. Les journaux parleraient de milliards et d'empires déchus. Mais la vraie histoire, Lucas le savait, était celle des callosités sur les mains de Chloé, de cette droiture retrouvée, de cet amour né de la terre, plus précieux que tous les profits du monde. Le soir suivant, Chloé retrouva Lucas près du chêne, là où tout avait commencé. Il réparait la clôture. Les ombres s'allongeaient. Les chênes avaient disparu, mais leurs souvenirs planaient encore. « Je savais que je vous trouverais ici », dit-elle en posant 2 thermos. Lucas enfonça un piquet. Le travail n'attend pas. Elle enfila une paire de gants de travail les siens, cette fois Way se mit à l'aider. Ils travaillèrent en silence, un rythme familier s'installant entre eux. Le conseil a voté, dit-elle enfin. Mon père reprend la présidence, avec de l'aide. Lucas s'arrêta, s'épongeant le front. Et vous? Ils m'ont proposé au poste de PDG. Un petit rire lui échappa. Ironique, non? Diriger l'entreprise que j'ai contribué à faire tomber. Vous ne l'avez pas fait tomber. Vous l'avez sauvée, la corrigea Lucas. Le mal était déjà là. Vous avez eu le courage de l'extraire. Ils continuèrent leur travail. Chloé maniait le fil de fer avec une dextérité nouvelle. Les experts comptables ont fait une découverte, dit-elle. Vous vous souvenez de la société qui voulait acheter votre terre? Comment l'oublier? C'était une société écran de Stéphane. Le plan était de vous faire plier, comme les autres. Contamination de l'eau, panne. Elle tendit le fil avec une force inhabituelle. L'histoire se répète, commenta Lucas. Pas cette fois. On va créer une fondation avec les fonds récupérés pour aider les communautés agricoles. Assistance juridique, subvention. Votre père doit approuver. C'est son idée. L'AVC l'a changé. L'héritage qu'il veut laisser n'est plus financier. Elle sourit. Il veut vous rencontrer. Lucas enfonça un autre piquet. L'agriculteur qui a fait tomber un empire. L'homme qui a rappelé à sa fille ce qui avait de la valeur. Le soleil avait presque disparu. Ils contemplèrent leur travail, une clôture solide, droite, plus forte qu'avant. Mon père a encore besoin d'un mois de repos, dit Chloé. Lucas attendit. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider ici, pendant ce temps. Apprendre le vrai métier, pas la version corporate. Elle se tourna vers lui. Si vous voulez bien de moi comme apprenti. La lumière du crépuscule illuminait son visage transformé. L'exécutante brillante était toujours là, mais enrichie d'une sagesse nouvelle, celle de la terre et des saisons. L'aide serait la bienvenue, dit Lucas, la voix rauque. La ferme a été un peu délaissée. Juste la ferme? Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entremêlant. Non. Pas juste la ferme. Au-dessus d'eux, le chêne bruissait, témoin d'une fin et d'un commencement. Les chênes n'étaient plus là, mais un lien plus fort s'était créé, bâti sur une confiance jour après jour, comme cette clôture réparée ensemble. On devrait rentrer, dit Lucas. Demain, on se lève tôt. Comme toujours. Chloé rangea les outils avec des gestes désormais assurés. Monique nous garde de la tarte. Elle dit qu'on a bien mérité de fêter ça. Ils rentrèrent, leurs épaules se frôlant. La ferme les attendait, accueillante. Des factures, du travail, un avenir incertain. Mais la clôture était réparée, la vérité révélée. Et c'était, pensa Chloé, une fondation suffisante pour bâtir quelque chose de durable. Le contraste était saisissant, le tailleur impeccable de Chloé se détachant sur la grand-jusée de Lucas. Au téléphone, sa voix de PDG était assurée, « Oui, je comprends les inquiétudes des actionnaires, mais notre initiative d'agriculture éthique est une stratégie gagnante à long terme. » Lucas, affairé sur son tracteur, faisait semblant de ne pas écouter. Mais il la vit caresser distraitement Max, le chien de la ferme,
tout en parlant de millions d'euros. Le conseil est à 14 heures, dit-elle en raccrochant. Il faut que je me change. Imaginez le scandale, la PDG avec de la terre sous les ongles. Ça les choquerait moins que quand tu leur parles de rotation des cultures, la taquina Lucas. Elle retira ses escarpins. Tu devrais voir leur tête. Ils pensent qu'un mois ici a fait de moi une agronome. C'est une connaissance dangereuse, répondit Lucas. Il pourrait finir par respecter les agriculteurs. Chloé sortit de son sac de sport des vêtements de travail. La vieille garde a du mal. Un PDG qui désherbe le week-end au lieu de jouer au golf, ça les dépasse. Et tu leur réponds quoi? Que mes meilleures idées me viennent dans le potager. Elle réapparut en jean et flanelle, prête à inspecter le système d'irrigation. En arpentant les champs, son œil expert décela une anomalie. La pression n'est pas la même entre les anciennes et les nouvelles canalisations. On perd en efficacité. C'est sur ma liste, admit Lucas. Mais le coût du matériel. Je peux. Non. Sa voix était douce mais catégorique. On en a déjà discuté. Elle soupira. Ce n'est que de l'argent, Lucas. J'en ai plus qu'il n'en faut. Ce n'est pas la question. Il ajusta un raccord. Cette ferme a toujours été autonome. Elle le restera. Elle le regarda, silencieuse. Et si elle méritait de prospérer, au lieu de juste survivre? Son téléphone sonna, affichant le visage de son père. Allô, papa? Oui, j'arrive. Non, pas besoin de la voiture de fonction. Papa, je sais encore conduire avec des talons. Elle leva les yeux au ciel. Après l'appel, Lucas commenta, il s'en fait pour toi. Il essaie de s'adapter. Hier, il m'a demandé si tu accepterais un siège au conseil de la fondation. Il dit qu'on a besoin de gens de la terre. Lucas se tendit. Chloé. Je sais, tu n'es pas un homme de bureau. Mais c'est justement pour ça qu'on a besoin de toi. Pour que les décisions prises en haut aient un sens en bas. Une voiture arriva. C'était Manon, pour sa visite hebdomadaire. Chloé sourit. La rencontre des mondes. L'expertise de Manon avait été cruciale pour démanteler les montages de Stéphane. Elle était désormais en charge des programmes de protection des terres de la Fondation. Elle sortit de sa BMW, un sac de luxe à la main, un dossier sous le bras. Vous êtes écœurant de bonheur, lança-t-elle. On parle chiffres. Autour de la table de la cuisine, l'improbable trio se mit au travail, l'agriculteur, la PDG, l'agent immobilier. Manon étala des cartes, Chloé prenait des notes, Lucas donnait son avis technique. Ça peut marcher, conclut Manon. Si les banques suivent. Elles suivront, assura Chloé. Après le scandale du bois, elles sont très soucieuses de leur image. Lucas les observait. Deux femmes puissantes, unies pour protéger son mode de vie. Sa sœur, et l'autre. Il n'y avait pas encore de mots pour décrire ce qui les liait. Lucas, l'interpella Chloé. Ton avis sur le programme d'achat coopératif? Il la regarda, si à l'aise dans ses vêtements de travail que dans les arcanes de la finance. Peut-être que la solution était là. Ne pas choisir. Fusionner. Je pense, dit-il lentement, qu'on tient quelque chose de grand. La salle de conseil des entreprises du bois, au sommet d'une tour de Paris, n'avait pas changé. Acajou, cuir, vue imprenable. Mais Chloé avait changé. Elle n'était plus intimidée. La présence de Lucas, mal à l'aise dans son costume, était son encre. Les chiffres sont là, disait-elle au conseil. Notre initiative d'agriculture éthique a augmenté la productivité de 28%. Les petites exploitations partenaires battent des records. C'est très touchant, l'interrompit Michel Fournier avec condescendance. Mais ce modèle est inefficace. Il nous faut le contrôle centralisé de l'époque de Stéphane. Faut-il que je vous remontre les rapports des experts comptables? Rétorqua Chloé. Son père, à la tête de la table, esquissa un sourire. Le fait est, tenta un autre membre, que ces petits exploitants. Ces petits exploitants, intervint Lucas, sa voix calme résonnant dans la pièce, nourrissent ce pays. Et ils préservent la terre pour les générations à venir.
Chloé enchaîna avec une autre diapositive, notre projet pilote à la Garde des Cèdres, plus 17% de fertilité des sols, moins 12% de consommation d'eau. Nos agriculteurs sont des partenaires, pas des sous-traitants. Ils innovent. Elle déroula ses chiffres, implacables. Les membres du conseil se tassaient sur leur siège. Mademoiselle Dubois, insista Fournier, votre implication personnelle avec certains éléments agricoles ne trouble-t-elle pas votre jugement? Un froid glacial s'installa. Soyez prudent, Michel, l'avertit le père de Chloé. Mais elle l'arrêta. Non, papa. Parlons-en. Elle se tourna vers Fournier. Vous faites allusion à ma relation avec M. Duval? Lucas voulut se lever, mais la main de Chloé le retint. Elle sourit, un sourire de prédatrice. Parlons de choix rustiques, M. Fournier. Une nouvelle diapositive apparut. Votre chalet à Courchevel. 3 millions d'euros. Acheté via une société écran qui a bénéficié de prêts. Intéressant sous le mandat de Stéphane. Fournier devint livide. J'ai beaucoup appris sur le traçage de fonds, dernièrement, poursuivit Chloé. On continue, ou on revient aux projections trimestrielles? Le silence était total. Le sourire de son père s'était élargi. Bien, reprit Chloé. Notre prochaine initiative, la modernisation des systèmes d'irrigation. M. Duval, les détails techniques? Lucas se leva. Avec des mots simples mais précis, il expliqua les enjeux, alliant sagesse ancestrale et technologie de pointe. Le conseil, malgré ses préjugés, prenait des notes. L'initiative fut approuvée. La nouvelle PDG avait hérité du flair de son père, avec une touche de modernité en plus. Dans l'ascenseur, Lucas desserra sa cravate. Ne joue jamais au poker contre toi. Chloé rit. Fournier l'avait cherché. Mais tu as vu leur tête quand tu as parlé d'irrigation par semi-conducteur? Sans doute la même que moi quand je t'ai vu aider à mettre bas un veau. Son père les attendait dans le hall. Lucas. Un mot. Chloé les regarda s'éloigner vers le jardin intérieur. Le bâtisseur d'Empire et l'agriculteur qui l'avait sauvé. Son téléphone vibra. Manon. Une autre ferme sauvée par la fondation. Un profit qui ne se chiffre pas en euros. Les deux hommes revinrent. Son père l'embrassa. Garde-le, lui murmura-t-il. Il a les pieds sur terre. Sur la route du retour, Paris s'éloignant, la tension quitta les épaules de Chloé. Lucas prit sa main. Ton père m'a offert un poste. Direction exécutive, stock option, tout le tralala. Le cœur de Chloé s'arrêta. Et je lui ai répondu que j'avais déjà le plus beau bureau du monde. Il sourit. Et une bien meilleure vue. L'autoroute les ramenait chez eux. Là où la vraie richesse se cultivait à ciel ouvert. Chloé serra sa main, en parfaite harmonie. La cuisine de la ferme baignait dans la lumière du soir. Chloé surveillait son bœuf bourguignon. Dehors, sa voiture de fonction rutilante était garée à côté de la camionnette boueuse de Lucas. Une image devenue familière. Tu te débrouilles bien, dit Lucas en rentrant des étables. Il l'embrassa sur l'épaule. Un geste devenu naturel. C'est la recette de Monique, sourit Chloé. Mais elle trouve que je ne poivre pas assez. Sur la table, des rapports d'entreprise côtoyaient des catalogues de semences. La fusion de leurs deux mondes. J'ai eu un appel curieux, dit Lucas. Un promoteur veut ouvrir un restaurant de la ferme à la table ici. Il dit que la présence de la PDG des entreprises du bois donne un cachet authentique à la Garde des Cèdres. Chloé éclata de rire. Et tu as dit quoi? Que la Garde des Cèdres était authentique bien avant mon histoire avec une PDG. Il se tourna vers elle, sérieux. À ce propos. Elle baissa le feu, attentive. Quoi donc? Ton appartement. Le bail à Paris expire le mois prochain. Oui. Il n'en avait pas parlé, mais l'avis de renouvellement traînait sur la table. Je me disais. Cette maison est trop grande pour moi seul. Et tu es là presque tout le temps. Le cœur de Chloé s'emballa. Lucas Duval, c'est une demande en mariage? Peut-être. Son regard balaya la pièce,
s'arrêtant sur les touches qu'elle y avait apportées. Sauf si tu penses que c'est trop tôt. Ou trop. Elle le fit taire d'un baiser. Le trajet va être un cauchemar, dit-elle en se détachant. Tu pourrais prendre l'hélicoptère de la boîte, plaisanta Théil. Ne me tente pas. On devra faire des aménagements. Le bureau à l'étage a déjà la fibre. Manon l'a installé la semaine dernière. Au cas où. Chloé le regarda, éberluée. Tu avais tout prévu? Disons que j'osais l'espérer. Il la prit dans ses bras. Je sais que ce n'est pas un pantouse, que tu renonces à. Je ne renonce à rien, l'interrompit-elle. Je gagne tout. Cette cuisine, ce perron, un foyer. Un vrai. Ton père dit que je deviens enfin raisonnable. Que la terre nous apprend les vraies valeurs. Il la serra plus fort. Parlant de terre, les 16 hectares à l'arrière sont protégés. La fondation finalise le rachat la semaine prochaine. Cette ferme ne sera jamais un lotissement. Tu ne m'avais rien dit. C'était une surprise. Un cadeau de pendaison de crémaillère en avance. Le ragoût frémissait. Ils se mirent à table, leurs gestes coordonnés par l'habitude. Tu sais ce que ça implique? Dit-il. Il va falloir que tu maîtrises la pâte à tarte de Monique. Une chose à la fois. D'ailleurs, je croyais que tu m'aimais pour mes talents en OPA. Entre autres. Il lui tira sa chaise, un geste de pure et simple courtoisie. Ils s'assirent. L'héritière et l'agriculteur. Cette cuisine avait vu passer des générations de Duval. Elle en verrait une nouvelle, un avenir qu'ils construisaient ensemble. Alors, dit Chloé en lui tendant le pain. Je peux commencer à faire mes cartons quand? Le sourire de Lucas était aussi chaud qu'un soleil d'été. Quand tu seras prête, PDG Dubois. Quand tu seras prête. Jamais le vieux chêne n'avait assisté à un tel mariage. Des chaises blanches, décorées de fleurs des champs, étaient disposées sous ses branches. Monique, du bistrot, avait mobilisé une armée de bénévoles, transformant le lieu du pire souvenir de Chloé en un décor féerique. Absolument pas, disait Chloé au téléphone, arpentant le perron. Pas de sponsor, pas de communiqué de presse. C'est mon mariage, pas une assemblée générale. Sa robe de mariée, simple et élégante, était suspendue à côté de ses bottes de travail. Elle l'avait dénichée dans l'unique boutique de la Garde des Cèdres. Manon sortit. Les échos ont rappelé. Une héritière milliardaire qui épouse un agriculteur, ça fait jaser. Ils écriront ce qu'ils voudront, dit Chloé en raccrochant. Après. Un bruit de moteur les fit se retourner. Un convoi de tracteurs, venu de 3 cantons à la ronde, remontait l'allée, tous décorés. Ton arche de mariage est arrivée, annonça Manon. Le tracteur de tête, conduit par Jean Mercier, s'arrêta. Il transportait une arche faite d'anciens outils agricoles, polis comme des miroirs. C'est parfait, murmura Chloé. Attends de voir le reste, sourit Manon. Il t'adore, ici. Toute la journée, les villageois affluèrent, apportant leurs contributions, des tartes, des gratins, des chaises, des tables, et surtout, leur présence chaleureuse. La chef Valérie, en uniforme de cérémonie, gérait le trafic. Le préfet a appelé, dit-elle à Chloé. Il voulait venir. Je lui ai dit que c'était un événement privé. Le préfet? Ma chérie, tu as fait tomber l'un des plus gros réseaux de corruption de la région. Tout le gratin voulait être là. Elle sourit. Ne t'en fais pas, on reste en famille. Et pas, famille, elle entendait tous ceux qui les avaient soutenus. La vraie famille, celle du cœur. En fin de journée, Manon aidait Chloé à se préparer. Par la fenêtre, on entendait la voix de Lucas. Je n'aurais jamais cru que mon frère épouserait une milliardaire, dit Manon. Et moi, que je verrais une milliardaire conduire un tracteur. Ancienne milliardaire, corrigea Chloé. La majorité de la fortune est dans la fondation. Elle toucha le collier de perles de la mère de Lucas. J'ai appris qu'il existe d'autres formes de richesse. Son père entra, ému. Tu es le portrait de ta mère, dit-il. Chloé le serra dans ses bras. Merci d'avoir compris. Pour le mariage, pour tout. Ma chérie, je ne t'ai jamais aussi bien comprise.
tu as trouvé l'essentiel. Au crépuscule, Chloé s'avança vers le chêne. La foule, un mélange de costumes chics et de tenues de travail, se leva. Mais elle ne voyait que Lucas, sous l'arche d'outils scintillant. Il prit ses mains. Le juge du village officia, mais la véritable bénédiction venait de cette assemblée, de tous ces gens qui avaient choisi la communauté et l'amour. Les alliances, apportées par Monique, étaient façonnées dans un épi de blé trempé dans l'or. De votre première récolte commune, expliqua-t-elle. En les échangeant, Chloé comprit la signification de la vraie fortune. Elle était là, dans ce moment, dans la loyauté et la confiance. Vous pouvez embrasser la mariée. Mais leurs lèvres s'étaient déjà trouvées. Les acclamations qui suivirent étaient un mélange joyeux de cris du cœur et d'applaudissements polis. Deux mondes, réunis pour de bon. 1 an plus tard. Chloé Dubois était assise au pied du même chêne, son ordinateur sur les genoux, en pleine réunion de conseil virtuel. Oui, les subventions de la Fondation progressent. 38 fermes familiales aidées ce trimestre. Elle sourit en voyant passer le tracteur de Lucas. À côté de lui, leur fille de 8 mois, Sarah, agitait les bras. La Fondation Dubois pour une agriculture durable était devenue une référence. Son siège était à Paris, mais son âme était ici, à la gare des Cèdres. Fin de la réunion, dit-elle en fermant son ordinateur. C'était l'heure des récoltes. Lucas arrêta le tracteur. Quelqu'un voulait voir sa maman. Il lui tendit leur fille, la petite Sarah, qui avait les yeux de son père et le caractère de sa mère. « Ma chérie », dit Chloé en la prenant. « Tu montres à papa comment on conduit ?» C'est une pro, rit Lucas. La ferme prospérait. Pas en termes de chiffres, mais en termes de vie changée. Elle était devenue un lieu d'apprentissage, d'échange, un modèle. Monique a appelé, dit Lucas. Pour la réunion de la fête des récoltes. Chloé acquiesça. On y sera. Même si je suis nul en fabrication de tartes primées. La 7e tentative sera la bonne, dit-il en les embrassant. La gare des Cèdres s'était transformée. La fondation avait amené de l'espoir. Les jeunes revenaient à la terre. Le bistrot servait des produits bio locaux. Même Michel Fournier avait changé d'avis, depuis que son petit-fils avait fait un stage à la ferme. Ton père a appelé, dit Lucas. Il est ravi des nouveaux membres du conseil. 3 agriculteurs, 2 scientifiques, un sociologue. Chloé sourit. C'est fou comme les décisions sont meilleures quand elles sont prises par des gens compétents. Ils rentrèrent à la maison. La ferme avait évolué, panneaux solaires, Internet au débit, mais le cœur était le même. La chef Valérie prend sa retraite, annonça Lucas. On lui prépare une parade. Elle le mérite. J'ai entendu dire qu'elle se présentait aux élections régionales. Pour une réforme de la politique agricole. Ils arrivèrent sur le perron, où le parc de Sarah côtoyait les trophées d'entreprise de Chloé. La métaphore parfaite de leur vie. Parfois, dit-elle, je me demande ce qui serait arrivé si tu ne m'avais pas trouvé. Il se redressa et prit sa main. Tu t'en serais sortie. Tu es assez forte. Peut-être. Mais je n'aurais pas trouvé ça. Son geste engloba leur vie, leur enfant, leur communauté. Les pires épreuves mènent parfois aux plus belles destinations. Un bruit de moteur. Le groupe de jeunes agriculteurs du programme de formation arrivait. Prête à inspirer la nouvelle génération ? Demanda Lucas. Chloé regarda sa fille, la ferme, l'homme qu'elle aimait. Toujours. Au-dessus d'eux, le vieux chêne se dressait. À ses branches, des carillons faits de vieux outils agricoles chantaient dans le vent, un hymne à la transformation, à l'amour et au courage. Et si on demandait comment une héritière et un agriculteur avaient révolutionné l'agriculture française, la réponse était simple. La vraie richesse ne pousse que dans un sol fertile, cultivé par des cœurs sincères et des mains courageuses.